On est bon. On peut commencer, ça tourne toujours au son, ça tourne toujours à l'image. Salut Alexandra. Salut, ça va bien toi? Ouais, ça va bien. Et toi? Oui, très bien. Merci d'être là. C'est un grand plaisir. Bah oui, pour une fois que c'est moi qui t'invite. Ouais, c'est ça me fait plaisir. On va parler un petit peu de toi d'abord. Mhm, Tu diriges la société Les Foodelles. tout à Vous fait. faites de la nourriture Tout à pour fait. des gens. Ouais. On va Dans la joie et la bonne Dans humeur. la joie et la bonne humeur. On va préciser que vous faites du catering. Comment on définit ça? Catering événementiel? Traiteur événementiel, voilà. 80% pour les entreprises et 20% pour des beaux mariages, des réceptions privées. Super. Voilà, avec des marches assez quali, plutôt dans le fait maison. Et voilà, dans un spirit assez joyeux et sain. C'est important pour moi. C'est cool. Quel a été ton premier échec ce matin, Alexandra? Alors, mon premier échec ce matin, c'est déjà ma ponctualité. On avait rendez-vous à 15h, je suis arrivée à 15h45. Donc, je pourrais mettre ça comme un échec. Oui, mais c'est vrai. C'est pas complètement de ta faute. Sinon, mon échec du matin... aujourd'hui, peut-être d'être dans un mood un peu... moi, j'ai envie de dire que ma réussite est d'être dans un état d'esprit joyeux et combatif. D'accord. Et je ne l'étais pas forcément ce matin. Ah ouais? Ouais. D'accord. Il y a des jours... des jours, pour pas mal de raisons diverses et variées. D'accord. Et peut-être la fatigue après un mois de juin. Ouais, vous avez beaucoup bossé, dans l'événementiel, etc. C'est le gros mois, juin et décembre. Ouais, c'est des gros mois. Ouais. Et du coup, voilà, ça me fait toucher... alors, échec est un grand mot, mais voilà. On se rapproche un échec de mood, une sensation quoi. un peu négative. C'est ça, ouais. C'est quoi ta définition de l'échec, toi? Alors, ma définition de l'échec, je la mettrais plutôt Enfin, je me suis demandé si l'échec, c'était l'opposé de la réussite. Mais je ne suis pas forcément d'accord. Est-ce que l'échec, c'est plutôt l'occasion de recommencer mieux? Et je suis plutôt en phase avec ça. L'échec, c'est l'occasion de mieux faire. Ouais, de refaire, puisque on n'a pas clôturé la première fois, mais de le faire mieux ou différemment. Mais pour moi, c'est toujours c'est un marchepied, c'est un tremplin pour autre chose et qui a toujours un sens. Et c'est douloureux quand même? Ah, c'est l'ego qui dit que c'est douloureux parce que c'est l'ego qui est fâché, qui a pas réussi. Je pense que en vrai, si on se dit que c'est un tremplin, ça l'est plus du coup. C'est plus douloureux. Ouais, l'échec, c'est un rebond. Il y a une notion de... On s'attarde pas sur un échec. Ouais, je pense que s'attarder, c'est important pour le comprendre et utiliser cet échec pour rebondir. Donc, si tu le balayes et que tu le regardes pas, il y a de fortes chances que ça revienne pour que tu comprennes bien pourquoi il y a quelque chose qu'il faut changer. En revanche, si tu le regardes et que tu dis « Ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné ?» Tu as les solutions pour justement faire en sorte que ça n'arrive pas. D'accord. Est-ce que toi, tu serais capable de définir un pourcentage d'échecs dans ta vie? Spontanément, comme ça, sans réfléchir. Sans réfléchir, je dirais 15%. 15% d'échecs? Ah, c'est marrant. Ok. Donc d'échecs sur lesquels tu n'as pas réussi à... Ouais, alors après, j'estime que tous ont servi à un tremplin. Oui, d'accord. Donc en fait, tous ces échecs-là, tu les comptabilises je les vois pas, je les comptabilise pas en négatif. D'accord. Ok. Intéressant. Je vois que du positif dans l'échec. Donc du coup, mais je prends l'échec au moment où je peux dire non. Les 15%, c'est la chose que j'ai pas réussi alors que je l'ai investi. Donc c'est une déception. Donc c'est une déception. C'est un projet qui me tenait à cœur. C'est une réussite que je comptais avoir que j'ai pas. Donc voilà, ça je le mets dans les échecs. Mais souvent, ces échecs-là m'ont permis d'avoir d'autres réussites, en fait. Elles ne sont pas forcément corrélées. Ok.
D'accord. Est-ce que toi, tu as le souvenir de ton premier échec, de la première fois où tu as senti que tu avais raté quelque chose? Est-ce que tu te souviens de ça? Dans la vie en général? Dans la vie en général. Ouais, dans la vie en général. Si tu veux que ça reste dans la sphère professionnelle, non, ça peut, tout. mais ça peut aller dans la vie en général. Alors, ce qui me vient, parce que je pourrais... je pense que moi, l'échec, je le mettrais dans quelque chose qui touche à l'injustice. D'accord. Parce que là, pour le coup, on n'est pas 100% responsable. Je sais pas comment... Donc, oui. J'ai souvenir d'être en 6e dans une école et j'ai un accident de ski assez grave où je tombe dans le coma. Wow. Je suis transportée en hélico, j'ai le bassin déplacé de 7 cm, la nuque très abîmée. Et donc, je suis un mois à l'hôpital, je reviens à l'école, bien. En fait, je m'en sors assez bien de cette histoire. Et en fin d'année, la prof, la responsable de classe dit en fait, on ne va pas vouloir vous garder parce que, déjà, vous n'étiez pas au top, mais là, avec un pet au casque comme ça, wow. on vous sort de l'école, quoi. Mais, et moi, j'avais trouvé ça terrible parce que je m'étais battue, j'étais sortie de cet accident bien, j'avais remis... Et puis, c'est un accident. C'était un accident, je m'étais remis à l'ouvrage et voilà. Et donc, j'ai dû changer d'école, quitter mes amis parce que c'était une école très élitiste et comme elle avait eu un traumatisme crânien, peut-être, ça aurait perturbé son... Ah oui, ils ont eu peur pour tes performances. Probablement. Alors, j'étais qu'en 6e, donc je ne sais pas si on parle de performance, mais en tout cas, je me suis retrouvée dans une école autre parce que j'avais eu un accident et que... donc, je pourrais dire que c'est un peu un échec parce que je me suis battue pour m'en sortir et que ça n'a pas fonctionné. Bien malgré toi, en plus. Voilà. Parce que oui, là, c'est pour le coup... Donc, avec du recul, je me dis, tant mieux de ne pas avoir été accompagnée longtemps par ce genre d'établissement parce que ça m'aurait peut-être amené... Voilà, ça m'aurait... En tout cas, j'aurais... Moi qui ai des enfants maintenant, je fuis ce type d'établissement qui, justement, ne voit que la performance et pas forcément l'individu. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on construit des hommes et des femmes de demain. Comment tu as vécu ça à cet âge-là? Est-ce que c'est... J'ai vraiment senti un rejet et de me dire... Ouais, j'ai vraiment eu ce sentiment de me battre pour revenir de cet accident et que ça se voit pas trop. En plus, j'avais une mine. C'était pendant les vacances de février, donc jusqu'à juin, j'ai eu une minerve. Donc c'était un élément physique qui était pas gracieux et ça se voyait vraiment. Et je me suis dit voilà, il y a un rejet. Quand la différence, dès qu'on est différent, il y a une sorte de rejet quoi qui. Donc, je l'ai mis comme un échec scolaire, déjà, parce que moi, on m'a parlé d'échec scolaire, donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Probablement que oui, j'avais évidemment pas travaillé pendant un mois, donc, mais quand on voit ce qu'on fait à l'école... Qu'est-ce que, si tu avais la possibilité de parler à la petite Alexandra de 11-12 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'accompagner là-dedans ? Je lui dirais que c'est pas grave si elle a loupé un mois d'histoire et qu'on aura l'occasion de revoir ça ensemble l'année prochaine. Au contraire, que si elle a besoin de rester avec ses amis dans une école qu'elle connaît, qu'elle apprécie, que c'est bien et bon pour elle, pour reprendre confiance, et que c'était pas cool d'avoir fait ça. T'as la sensation que ça a joué sur ta confiance en toi ? Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, c'est certain, parce que ensuite, j'ai trouvé une école, j'y suis restée qu'1 an. Et ensuite, je suis allée dans une autre école où j'ai terminé ma scolarité. D'accord. Mais un peu dans le même esprit, donc des établissements privés très, très, très catho-élitistes et assez peu à l'écoute de l'humain. Et qui, du coup, je trouve, ne donnent pas du tout la confiance aux élèves. Parce que soit vous êtes dans les 4 premiers, c'est très bien. Sinon... Donc oui, c'est pas ça en tout cas. L'échec scolaire, je l'ai connu toute ma scolarité. D'accord. Jusqu'à la fac, où là, j'ai décidé ce que je voulais faire. Donc, et la fac m'a convenu parce que je pouvais travailler quand j'avais envie. Alors qu'à l'école, c'est tous les lundis l'interro, il faut avoir tout le temps envie de travailler, ce qui n'était pas mon cas, ou en tout cas, on m'a pas donné l'envie.
Et en fac, je voulais faire du droit. Et donc, je faisais ce que j'aimais. Donc, bon. C'est un autre rapport c'est un autre rapport. À la scolarité. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a inspiré, dont tu t'es servi pour apprendre une notion peut-être fondamentale ? Ouais, la limite, je pense que mon père a été dans une très grande réussite professionnelle en ayant créé donc Hippopotamus. Ah, d'accord. Donc il a vraiment, il est parti de rien. Ses parents avaient très peu de moyens. Il était en 2e année de médecine. Son père avait un petit commerce et il est tombé très malade. Et il a demandé à mon père d'arrêter ses études, de reprendre le petit commerce parce que sinon ils n'avaient plus de quoi vivre. Donc mon père a arrêté médecine et voilà, et a transformé ce petit resto de quartier en... L'histoire est longue, hein, ça s'est pas fait en 2 jours, mais en Hippopotamus. Voilà. D'accord, ok, waouh. Donc c'est plutôt là j'ai été inspirée positivement dans le travail, la convivialité, etc. L'échec, il y en a eu parce que mon père comment dirais-je, a vraiment tout donné dans ce projet et on a perdu sa santé. On a perdu, il est tombé dans l'alcool, il mangeait trop, donc beaucoup de problèmes de santé à 42 ans, à premier pontage. Wow, ok. Donc bref, se voit contraint de vendre son bébé parce que vraiment il a vécu que pour ça toute sa vie. Pour lâcher. Parce qu'il n'avait plus la santé. Et à 44 ans, il vend Hippopotamus à un groupe. Et là, il tombe dans une dépression folle parce qu'il ne fait plus ce qu'il aime. Oh. Et voilà, il est mort 15 ans après de cette dépression, de l'alcool, etc. Et donc, pour moi, là, c'est un échec dans sa vie parce que il a pas su, comment dire, allier, j'ai envie de dire, toutes ses passions. Donc son travail qui est une passion, sa famille qui en était une autre, et sa vie, sa santé. Donc tout a été sur un et pas le reste. Donc moi, je me suis toujours dit, pendant 17 ans, j'ai fui la restauration alors que j'avais une passion pour ça. En me disant, non, mais moi, si c'est pour finir comme ça, c'est pas possible. Et après, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, OK, en fait, à 40 ans, fais ce que t'aimes et fais-le avec les valeurs qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire justement de ne pas me cramer et d'être capable d'être dans la restauration sans me cramer physiquement, sans cramer ma famille, à pouvoir avoir des enfants. Enfin, voilà. Donc, je me suis appuyée sur son échec pour moi, faire en tout cas ce que je considère être ma réussite aujourd'hui, c'est d'allier mon métier avec ma vie. C'est super inspirant parce que quand on connaît les Foudel, ça a beaucoup de sens ce que Carrément. tu dis, quoi. Il y a quelque chose où c'est pas juste une entreprise, c'est aussi une entreprise évidemment, mais quand on vient chez vous, alors moi je suis venu travailler avec vous, mais quand on vient chez vous, on ressent ce truc-là, on ressent et puis et puis voilà, c'était vraiment un driver pour moi que j'y sois bien et que tout le monde y soit bien pour que justement il y ait un équilibre vie privée, vie au travail et que le travail n'abîme pas le reste, quoi. Est-ce qu'il y a eu quel a été le déclic pour arrêter ta vie d'avant, donc de travailler avant? Oui, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le digital. Et puis mon père m'a beaucoup inspirée parce que dans sa réussite professionnelle, elle n'était pas uniquement financière, parce que je ne mets pas ça dans la réussite, mais elle était vraiment humaine, avec quelqu'un qui a beaucoup inspiré justement dans la restauration. Et il m'a toujours dit, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et à force de l'entendre, je pense que ça a martelé. Et c'est vrai que j'avais plutôt l'âme d'une entrepreneuse et que j'ai eu cette chance de bosser pendant 15 ans dans une société qui m'a laissé ce que j'appelle intraprendre. Donc, j'ai entrepris dans l'entreprise. Ok, d'accord. Donc, j'ai lancé plein de projets. J'ai
j'étais dévoreuse de ça. J'ai saoulé mes patrons pour dire on pourrait lancer ci, on pourrait faire ça. Donc, t'avais la place pour faire ça. Ils m'ont laissé la place, en tout cas, jusqu'à un moment où j'en voulais plus encore et que c'était plus adapté à l'entreprise. Donc, ils m'ont dit, écoute... monter un resto d'entreprise, ouais, limite, non. Mais ils m'ont dit, bon, bah maintenant, il serait temps que tu fasses ton propre chez toi parce que... Et puis, comme j'avais travaillé dans le digital, j'ai d'abord lancé une plateforme de coaching par téléphone. D'accord. Parce que je suis passionnée par le développement personnel, par l'accompagnement. Et j'avais vu qu'aux États-Unis, c'était une démarche. Donc là, on est en 2014-2015. Donc... c'était assez précurseur, ce que je me rends compte aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé après. Mais bon. Et on part avec 2 collègues de la boîte pour monter ce projet. Un qui est spécialisé dans le développement de la plateforme et puis deux côté commercial. Et pendant 18 mois, on recrute plus d'une centaine de coachs certifiés qui trouvent le projet passionnant. La BPI nous soutient avec 50 ou 60 000 euros. Enfin, on a un vrai support... Et on se rend compte qu'au bout de 18 mois, notre métier, en fait, pour aller trouver du B2C et Madame Michu qui a besoin d'un coaching par téléphone, en fait, il faut savoir faire de la pub sur Internet. Ouais. Et en fait, on ne sait pas faire ça. Donc, en fait, on a développé un truc canon. On a développé une plateforme incroyable que tous les coachs adorent. Elle est prête et tout, mais on n'arrive pas à trouver des clients parce qu'on ne sait pas faire et on n'est pas visible. Et malheureusement, on est à 18 mois de chômage. Mon associé me dit ma femme attend le second, je peux plus. On arrive en fin de droit, en fait, je peux pas, il faut que je retourne. J'ai une offre de Publicis. Ça faisait 1 mois qu'on s'était mis dans un espace de coworking pour être en visibilité. Et dans cet espace-là, il y a une petite cuisine. Et je m'entends assez bien avec le patron et je lui dis, et il me dit mais vu que c'est ici les Moulineaux, tu connaîtrais pas des hommes ou des femmes qui seraient OK pour venir cuisiner dans cet espace-là pour faire profiter aux coworkers. Et donc, je dis, carrément, je connais des gens. Donc là, je lui présente du monde. Puis au bout d'1 mois, je me dis, attends, moi qui ai toujours envie de bosser dans la restauration, c'est canon, je peux faire mon métier de coaching. Et 1 fois par semaine, j'ai mon petit restaurant sur place. Donc le gars, il me dit, pas de problème, si tu veux venir le lundi, viens. Je prépare mes tartes, mes quiches chez moi. Je rentre dans cet espace-là, il y avait un rideau, donc j'ouvre le rideau à midi comme convenu. Et là, une décharge électrique de bonheur quand je vois qu'il y a 30 personnes, parce que forcément, j'en avais un peu parlé à l'espace, il y a du monde, j'ai des copains qui étaient venus. Et je me dis, mais c'est trop canon. Bref, je surkiffe la sensation de... J'avais, en plus, c'était tout simple, sans prétention, rien du tout. Et puis, je remonte à mon bureau et là, mon associé me dit, Alex... tu t'imagines pas les étoiles qu'il y a dans tes yeux. On est en difficulté, on a tout fait pour que ce projet sorte, mais il faut arrêter. Et là, je lui dis, mais c'est pas possible, ça fait 18 mois que nuit et jour, on vit pour ça, qu'on est soutenu par... Toi, tu l'envisageais pas, Ah non, moi j'étais ravie, j'avais 1/4 de mon temps, je faisais mes quiches et mes tartes, et je trouvais ça génial. Mais j'étais convaincue de notre projet, que c'était top, et je prenais beaucoup de plaisir à parler avec ces gens. Et il me dit, non mais Alex, faut arrêter. Donc là, premier échec professionnel, parce que on perd beaucoup de sous, on avait beaucoup investi tous les deux. Et là, en gros, c'est arrêt sur image, on arrête. Donc il avait beau me dire, tu vois les étoiles dans tes yeux, je les voyais, mes étoiles, mais pour moi, c'était un complément. Et puis, j'osais pas, je m'étais toujours dit, la restauration, ce sera quand je serai à la retraite, que je me ferai plaisir, mais pas à 40 ans. Donc là, je me dis, OK, il a peut-être raison. J'ai un mari très entrepreneur qui me dit, écoute, je pense qu'il a vraiment raison. Donc, clôturez votre plateforme. Et puis, voilà, vois si tu peux, au lieu de faire que le lundi, tu fais le lundi et le mercredi. Et puis je pense qu'en 2 mois, il voulait que je fasse tous les jours, qu'on m'avait demandé, puisque j'étais là, si je pouvais faire un petit séminaire de 30 personnes par-ci, de 40 personnes par-là. En 3 mois, mon appart s'est transformé en épicerie. Et donc là, mon mari m'a dit, OK, t'as eu du mal à trouver des clients pour ta plateforme de coaching. A priori, dans la bouffe, ça va un peu plus vite. Il faut qu'on te trouve un labo parce que tout pétait chez moi, mes plaques, mon four. Les trucs domestiques, c'est pas fait ça pour marchait faire pas du pour volume comme ça. Ouais.
Donc, il me dit, on va essayer de trouver dans le coin parce que voilà, mes enfants sont pas grands, que je veux pas justement faire l'erreur de mon père, de me cramer. Donc, il faut vraiment que je sois à proximité de chez moi et que je trouve un petit local. Je trouve quelque chose en bail précaire, donc ça me fait pas peur. C'est 4 ans Là, c'était 18 mois. 18 mois, d'accord. Donc, c'était parfait pour moi, en me disant, si ça marche pas... Et là, c'était assez magique parce que Bon, j'ai eu un échec en fait avant le digital, c'est que j'ai quand même fait 5 ans de droit, parce que moi je voulais devenir juge pour enfants. D'accord. Donc quand je me suis rendu compte qu'en fait ça allait être compliqué pour moi, parce que j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats, où j'ai dû traiter un sujet de viol que j'ai trouvé impossible, hyper dur pour moi à traiter. J'ai compris des années après pourquoi, parce que ça m'était moi-même arrivé dans l'enfance et que du coup, c'était pas possible pour moi. Donc j'ai dû clôturer ces études de droit pensant que j'étais trop sensible. Ouais. J'ai compris longtemps après pourquoi. Mais donc, et une fois de plus, après j'ai fait une école de commerce qui m'a amené à faire 15 ans ce que j'ai fait, que j'ai adoré, bref. Et j'arrive là et tout ce que j'ai fait, et en droit, et en école de commerce, et pendant mes 15 ans, je les ai mis à profit tout de suite. Il y avait un côté immédiat de... mon cerveau était un peu structuré pour comprendre des choses. Et en fait, ça s'est mis en place assez vite, alors que j'avais aucune formation dans la cuisine, alors que j'avais jamais créé de société. Tu avais tout le back-office, entre guillemets, tu avais la structure. C'est comme si en cachette, un peu en sous-marin, pendant toutes ces années, j'avais construit ce capital, que je l'avais aussi génétiquement parlant, parce que je pense que mon père m'a transmis ces connaissances que j'avais sans les apprendre, en fait. Ça me fait penser au film Slumdog Millionnaire, tu vois, où un peu, ouais. il arrivait plein de trucs pas cool et qu'en fait, à un moment, tout s'assemble pour donner un résultat. Exactement. Et que du coup, voilà, mes sensibilités, mon amour des gens, cette sensibilité que je pouvais avoir, pouvait s'exprimer, en fait, par la nourriture. Et donc, voilà. Donc, en fait... Et je confirme qu'on mange très bien chez vous. C'est incroyable, ok. Donc voilà un peu comme un premier échec. Ah bah oui, là c'est... on a amené d'autres, mais qui se sont transformés vers du bon. Et donc les Foudelles, comment... Donc ce premier atelier que tu as eu? Donc ce premier atelier pendant 1 an et demi, puis là le propriétaire me dit en fait c'était précaire parce qu'il avait vendu un promoteur. D'accord. Et donc, son espace se détruit, donc il me dit on arrête. Donc là, je me dis, ah bah zut alors, parce qu'en fait, ça aurait été bien de le garder, parce que j'ai quand même installé une cuisine. C'est celui que j'ai connu Le tout premier, je pense pas que tu as connu celui-là, c'est le deuxième. D'accord. Okay. Et c'était la porte à côté. Ok. Et en fait, j'ai un chien qui m'a apporté beaucoup, et entre autres, de le promener, et donc de rencontrer beaucoup de gens dans le coin. Et mon voisin était un concessionnaire de voitures. Et je balade mon chien et je suis toujours à vouloir bien m'entendre avec mes voisins et tout. Et il me dit, je dis, ah bah tu vas comment? Bah ça va pas bien, j'en peux plus, faut que je vende. Ah bah peut-être que moi faut que j'achète. Alors attends, peut-être on peut se parler. Et lui, il voulait justement vendre à des gens qui avaient une humanité et justement pas à des promoteurs. Donc bref, c'est l'atelier que tu as connu, dans lequel on est resté 3 ans. Et puis voilà, on vient de déménager dans un nouveau parce que voilà, opportunité de vente et surtout besoin de grandir d'espace, qu'on est dans un métier où c'est justement pas le logiciel qui se multiplie, mais il faut de la place. De traitement, c'est ça. Préparation. Est-ce qu'il y a un échec que tu as vécu, peut-être à travers ce parcours, qui t'a rien apporté du tout? Un truc où tu n'as juste pas vraiment su quoi en faire Écoute, sincèrement, je crois pas. D'accord. Ou alors je l'ai oublié, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis 10 ans. Donc je pense que j'ai appris à voir qu'en fait chaque échec avait apporté quelque chose. C'est génial. Donc j'arriverai pas à dire. Donc il y en a qui ont mis plus de temps à être transformés, j'ai envie de dire, dans la matière, mais non, je pense que ce mot, en fait, est mal utilisé. Échec ? Ouais.
Et je pense qu'il a une connotation négative. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est juste un super message de l'univers qui dit attention, c'est pas la bonne voie. C'est vraiment un panneau d'affichage qui dit changement de route, mais c'est important pour vous, quoi. C'est pas toujours facile à prendre cette route, justement. Alors après, c'est plus ou moins, le virage est plus ou moins corsé. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir son changement de route, justement, quand on est appelé comme ça par quelque chose? Parce qu'il y a plein d'occasions dans la vie, en fait. Enfin, en tout cas, il y a des occasions dans beaucoup de vies où on voit ces signaux comme ça, cette route qui part sur le côté, et on a l'idée de peut-être la suivre. Et puis des fois, on a la raison, les trucs qui nous font « Oh non, en fait, je vais pas la suivre ». Et puis des fois, bizarrement, elle revient un peu plus loin. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ce qui doit se faire, se fait. Ouais. Et je pense que plus on est capable d'accueillir ce qui est présent devant nous, de sortir des conditionnements, de sortir ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Et comment on fait ça ? Je pense qu'il faut apprendre à ouvrir son cœur, à ouvrir son esprit. Après, il y a plein de méthodes oui. Qui sont personnelles dans le développement de soi, dans l'analyse de soi. Il y a la thérapie, il va y avoir de la pratique de la méditation. Enfin, il y a plein de choses sur le mindset qui permet, à mon avis, d'ouvrir pour accueillir. T'as encore peur, toi ? Non. Non, quasiment pas. En tout cas, professionnellement, non. Même si ça n'a pas toujours été facile, parce qu'on a quand même croisé le Covid, qui dans nos métiers de l'événementiel, ont vraiment failli nous faire chavirer. Si la seule chose dont j'ai peur, c'est la mort de mes proches. Mais bon, je pense que je ne suis pas la seule et je ne maîtrise pas. Donc, j'apprends à me dire que je ne peux pas contrôler ça. Donc, je travaille pour ça. Enfin, je travaille sur moi pour enlever cette peur. Bien sûr. Ta meilleure arme contre l'échec, enfin, pour l'échec. Finalement, ce que j'allais te dire, je pense que c'est de voir en ce qui ne me convient pas, parce qu'en général, ça part par... Enfin, si on veut rester dans la notion d'échec, c'est quelque chose qui n'a pas réussi comme je le souhaitais. La voie de transformation le plus tôt possible. Parce que l'échec, il est plus ou moins violent en fonction, à mon avis, de si on a entendu ou pas les signaux. Et donc, voilà, mon arme, c'est d'essayer d'ouvrir au maximum pour entendre les signaux. Je repense au début des Foudelles, on avait un contrat quasiment unique avec un client qui payait pas très bien, mais bon, ça nous amenait du volume. Et plein de fois, on m'a dit, c'est pas super d'avoir un seul client, c'est pas super, t'es sous l'eau, t'as pas le temps de développer, etc. Bref. Puis au bout d'un an, il y en a eu d'autres clients, mais ils faisaient quand même 80% du chiffre d'affaires. Et ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté... Il y a une pièce qui a été mise dans le jukebox par le client, où j'aurais pu, si je rebaissais encore mes prix, continuer. Ouais. Et je me suis dit, tiens, là, il faut quand même écouter. Et c'est l'occasion de ne plus être dans ce cas-là, mais au risque de ne plus avoir 80% de mon client. Et en fait, on a triplé les clients ici. Comme s'ils attendaient que je fasse ça pour le faire. Est-ce que ce client savait que tu étais... Ouais. Donc, il y avait une espèce de... Il n'en jouait pas, c'était juste que c'était leur positionnement et que, en plus, nous, on voulait plutôt monter en gamme et eux voulaient plutôt baisser en gamme pour s'adresser à du plus haut. Il y avait une approche de volume quanti et nous, on voulait être dans le quali. Donc, on n'était pas... Non, c'était des gens très bien, mais... Et c'est le moment où j'ai dit, allez, OK... En fait, je parle souvent de cette notion de déséquilibre avant, c'est-à-dire de se retrouver dans le confort, ça apporte rien de très positif, mais un déséquilibre qui nous permet juste de poser le pied vers l'avant, d'avancer. Ouais. Et forcément, là, d'avoir réouvert la place pour d'autres clients, et tout de suite, ils étaient là, en fait. C'est marrant. Mais il faut oser, enfin voilà, je pense que c'est... Et de quelque part, l'échec, et on en a tous les jours, on va avoir, je le vois, et on va avoir 2-3 fois par an un client qui n'est pas content.
Il y a eu quelques grains de sable, c'est vrai, parce que voilà, alors il y en a qui sont pas contents, je ne sais pas pourquoi, mais ils le sont pas. Ouais. On peut ne pas aimer la même chose, et donc voilà, il y a une insatisfaction. Et il y en a qui sont pas contents à juste titre, parce qu'on est arrivé en retard, parce que il y a eu un couac, parce que j'avais pensé qu'en amont, et en fait, c'était pas ça. Enfin, donc, et à chaque fois, je me dis, le client a 100% raison. Même s'il peut y avoir de la mauvaise foi, il peut y avoir de temps en temps... Mais je me dis, à partir du moment où c'est un message qu'on m'envoie, je le note, je travaille le sujet. Tu fais pas de rejet de responsabilité. Zéro. Je prends tout. Je me dis, il a tout raison. Il a tout raison. Et là, c'est un gros message comme quoi... tu vois, typiquement, on nous dit, oui, vous vous rendez compte, vous êtes arrivé, vous devriez arriver à 18h, vous êtes arrivé à 18h20. Et on lui répond, oui, mais on devait être prêt à 19h, on était prêt. Et en fait, j'entends, on s'en fout juste d'être prêt, mais on ne l'a pas rassuré. C'est-à-dire que le client a besoin d'être rassuré, même si notre objectif, c'était d'être prêt à 19h. On ne remplit pas la case, on rassure. Et ça, c'est raté. Et ça, c'est raté. Enfin, je veux dire, donc c'est l'échec, il est là, mais je veux tout de suite que... Et du coup, plus jamais après, on va arriver une demi-heure avant, même si on sait qu'on sait faire d'être à l'heure. Ce truc-là, on le transforme. Donc, dès que j'ai des remarques, c'est celle que je travaille le plus. Voilà. Ça, c'est un de tes moteurs de monter le niveau. Et alors ça, c'est une question que je veux te poser depuis longtemps, qui est un petit peu parallèle à cette discussion sur l'échec. Mais comment tu arrives à maintenir un esprit feel good, le plus possible en tout cas, avec une exigence comme ça de qualité, et sans que... Moi, je suis venu... Ça fait 3 ans, je crois, que je viens chez toi. Et que j'ai l'impression que, globalement, ça va, on est plutôt bien chez toi. Bon, après, voilà, il peut y avoir il y a toujours des hauts et des bas. Mouvements, des hauts et des bas et tout ça. Mais globalement, on est bien. Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment on fait ça comment on réussit ça ? C'est pas un podcast sur la réussite, sur l'échec, mais je veux savoir, moi, à titre personnel. Écoute, je pense que c'est vraiment drivé par l'échec de mon père, justement, sur... il faut que les gens soient vraiment bien, d'abord. Donc, plein de fois, moi, j'aurais pu faire plus de chiffres. On aurait pu aller plus vite. On aurait pu... Mais ça n'aurait pas coché cette case-là. Et en fait, du coup, le temps... le temps est notre allié, parce que si on veut que ça aille trop vite, et ben, en fait, il y a des choses... On passe à côté de certaines choses, je pense. Comment on constitue une équipe dans ce but-là avec Donc pareil, là-dedans, quand on est très sur l'humain, ça peut amener à des échecs aussi, parce que l'humain est ce qu'il est, et il change, et quand on grandit, qu'on évolue dans le temps, c'est comme un couple. Il faut apprendre à parler, il faut apprendre à communiquer. Et quand on base... moi, je sais que 80% de l'équipe est en reconversion, donc je ne me suis pas appuyée sur des gens qui étaient des maîtres en leur domaine. Et je dis toujours, l'équipe de France, elle a beau avoir les stars du monde entier, c'est pas pour autant qu'elle gagne le match. Parce qu'en fait, c'est autre chose qui se passe pour réussir. Et je pense que c'est ce que disent tous les entraîneurs. Alors, c'est bien d'avoir un bon niveau, mais pas que. Et moi, c'est ce que j'explique souvent. J'ai des remarques quotidiennes en me disant « Mais pourquoi tu ne recrutes pas chez tel traiteur, il y a la star 2. Et pourquoi tu ne vas pas chercher la star 2 ?» Parce que ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux, recruter des stars. C'est qu'on réussisse parce qu'on est un collectif. Et que demain, quelqu'un qui ne connaît rien, et Alizée que tu connais, tu vois, elle est venue, les 3/4 des personnes viennent d'un monde, ils n'ont jamais travaillé chez un traiteur, et du coup, il y a cette humilité. Et je pense que l'humilité permet de grandir vite, alors que l'expérience et justement le côté star de quelque chose pourrait en freiner d'autres. C'est quelque chose que tu essayes de sentir, ça, chez les gens, l'humilité, le côté... Je pense que c'est une des premières qualités que j'ai besoin de trouver. Humilité et engagement. C'est marrant parce que ça contredit un petit peu le schéma habituel d'embauche, parce que là, on parle de recrutement. Tout à fait. Dans lequel on va chercher des compétences, des winners, tu vois, des trucs... Oui, alors que moi, je vais justement... mais d'ailleurs, dans mon métier d'avant, j'ai toujours recruté des personnes hors cadre. Ouais, d'accord.
Parce que je pense que c'est à ce moment-là que la personne met vraiment tout sous potentiel et apporte à l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que le talent qu'on amène. Et on est surtout dans des métiers, dans la restauration, où il faut de la créativité, de l'engagement. Pas tellement, on n'est pas dans la médecine ou c'est pas de la chirurgie à cœur ouvert, qui nécessite vraiment une précision. C'est beaucoup c'est quelque chose qui est pas palpable et qui se voit pas sur un CV. Quand je rencontre des gens, je veux pas de CV. D'accord. Je considère qu'en tout cas au niveau où je suis, ça ne sert à rien. Une question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'il y a chez toi un trait de personnalité qui pourrait être responsable d'un potentiel futur échec? Ouais. Je pense que ce souhait d'humain et de collectif pourrait, en tout cas, l'échec serait un grand mot. Et si on parlait d'échec, par exemple des foudels, ça voudrait dire que ça s'arrête, mais ce serait probablement pour faire autre chose qui me conviendrait mieux. Donc j'aurais du mal à le voir comme un échec. Mais en tout cas, ce qui peut m'être reproché aujourd'hui, c'est justement de privilégier ce côté-là à la performance, à Donc, par moment, ça s'entend. Et j'essaye justement d'entendre, parce que je pense que quand des personnes de confiance que j'apprécie me disent quelque chose, j'ai envie de les écouter. Donc voilà, moi aussi, je peux faire évoluer. Parce que voilà, quand on grossit, y a un cadre à amener et que tout ne peut pas se jouer que sur l'affect. Et que c'est cette partie-là qui est la plus... qui sont pour moi les plus grands échecs, c'est-à-dire que de croire qu'une personne est engagée, etc., et ne l'est pas. Voilà, c'est pas facile. Ça, c'est très difficile. À mon petit niveau en recrutement, j'ai bien vu que effectivement, après je pense que ça s'apprend. On apprend à lire un petit peu. Oui, puis les gens changent. C'est comme une relation, tu vois. Pour moi, tout ça est très... s'explique pas, c'est dans l'énergie de chacun. Et c'est comme si on fonctionnait dans des ondes vibratoires et que tant que tu es dans le champ de l'onde, ça fonctionne. Puis il suffit qu'il y en ait l'un ou l'autre qui sort, et alors là, tu comprends même pas, ça se comprend plus. Bon, c'est des choses qui arrivent aussi. Et il faut l'accueillir, je pense, et de se dire, OK, on n'était plus fait pour être ensemble. Oui, parce que de toute façon, il y a des probabilités pour que ça arrive. Parce que chacun et que doit les faire deux, son en chemin, plus, je pense que c'est un échec pour personne, pour le coup. Souvent, on peut dire que aussi c'est des échecs quand les collaborations se passent pas bien, je pense que ou s'arrêtent. On considère que c'est un échec quand il y a de la rancune, quand c'est pas compris. Exactement. Mais effectivement, quand c'est juste les chemins se séparent naturellement. Donc forcément, je pense que comme toute relation, à deux, il y en a toujours un qui comprend avant l'autre, ou qui est pas forcément... Enfin, il y en a toujours un qui est moins en phase. Donc, mais je pense que ça lui sert encore plus à bouger. Ok, ouais. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui serait confronté à l'échec, professionnel par exemple, ou personnel? Une autre façon de tourner la question, quelle synthèse un peu tu peux faire de... J'aurais de lui dire que c'est la meilleure opportunité de réussir. Cet échec. Moi, je le comprends complètement. C'est pas forcément simple à comprendre pour quelqu'un qui a cette sensation de... j'ai conscience que le fond du problème, c'est cette sensation quand il t'arrive d'échouer et que tu n'y es pas préparé. Et c'est aussi un des fondements de ce podcast, évidemment. Mais, tu vois, comment amener des gens à tranquilliser leur rapport à l'échec? Je pense que déjà, il est important de l'analyser avec le plus de recul possible. Et souvent, il faut être aidé pour ça, parce que c'est très difficile tout seul. Essayer de se sortir du jugement des autres, parce que souvent, on se dit dans l'échec parce que les autres vont dire il n'a pas réussi, ou machin. On se projette par rapport aux autres. Et de le voir vraiment comme une opportunité de bouger.
même si c'est dur. C'est-à-dire que ça veut pas dire que c'est simple, ça veut pas dire que... Mais j'ai presque envie de te dire, tu me dis que tu fais ce podcast parce qu'il y a un peu moins de clients. Donc, peut-être tu es passé par une phase de dire, oh là là, il y a un peu moins de clients. Et... Un peu, oui, si je suis honnête. Non, il y a eu un peu moins d'activité globalement. Ce que je veux dire là, si ce podcast t'emmène vers quelque chose de beau... Mais ça va m'emmener... De toute façon, c'est beau. C'est bien à faire, je te rassure. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est des exemples qui seraient merveilleux de montrer qu'il y a eu de la place, t'as créé de la place, il y a eu un moment difficile, de dire merde, dans une activité, il manque du client et ça peut nous faire peur. Et on peut considérer comme un échec parce que les carnets de commandes bookés paraissent être une réussite et quand ça se déboucle, ça paraît être l'échec. En fait, c'est pas vrai. Ça crée de l'espace pour faire autre chose. Si toi, tu l'investis comme ça, et la preuve, c'est que... Alors, pour le coup, j'ai accueilli ça avec beaucoup de tranquillité. Et... Voilà, ça faisait longtemps que je voulais monter ce projet, que je savais qu'il me fallait un peu de temps. Voilà. Et un espace pour le faire. Ouais. Et que si tu étais booké sur 3 ans, tu ne l'aurais pas fait. Donc, investiguer les espaces qu'on nous offre en temps. Ouais. Et souvent, l'échec crée du temps parce qu'il n'y a plus un truc qui est fou. Il y a une rupture de flux. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est à chaque fois, c'est que le meilleur est devant. Est-ce que tu aurais un top 3 d'échecs à nous offrir ? Ça peut être des choses un peu plus rigolotes, un peu plus légères. Alors, un top... je les classe pas, parce que je viens comme ils viennent. Oui. Parce que, moi, j'ai... Même si ma famille, mes parents étaient mon père était dans la nourriture, on n'a pas une alimentation hyper saine, Mon père détestait cuisiner, ma mère aussi, donc c'était coquillettes de jambon, que des plats industriels, enfin voilà. Et voilà, j'ai moi, de plus en plus eu ce goût de mieux me nourrir en dehors de mon activité, mais donc tu vois, je fais 10 ans que je pars faire des jeûnes, je fais vraiment attention, je essaye de comprendre mon corps. Okay. Et mon échec, cuisant, c'est mes enfants. C'est le cas de le dire, cuisant. Ouais. Mes enfants rejettent complètement le bio, ne comprennent pas ma démarche. Alors bon, je me dis que on peut faire contre les parents. Quel âge ils ont, tes enfants ? Ils ont 14 et 16. D'accord. Donc voilà, en tout cas, dans la transmission, à date, c'est pas réussi ce que je fais. Je me dis que ça va, on met des graines et qu'elles ont le temps de... Puis un truc d'opposition. Voilà, mais bon, quand il y a vraiment un sujet qui me tient à cœur et que bim, c'est le sujet, donc ça, pour moi, pour l'instant, c'est... Moi, j'ai très peur pour mes enfants. Non, mais en vrai, c'est normal, je pense, mais ils sont beaucoup plus jeunes, les miens, mais... c'est pareil, tu te dis, tu projettes beaucoup de choses. Moi, c'est ça. Tu vois, moi, au fond de moi, j'espère qu'ils seront artistes. En fait, il ne faut pas projeter. Non, évidemment. L'énorme avantage, c'est que si tu ne projettes pas. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à le faire. Donc moi, c'est pareil. Sur le travail sur moi, je suis beaucoup plus à me dire qu'il faut faire un métier de passion, pas être dans le bling-bling, etc. Et mon fils commence à me dire qu'il aimerait... il commence à faire un peu de trading, donc là, je vois la bourse, je vois tout ce monde. Je me dis, voilà. Donc, tu vois, la transmission des valeurs que j'ai mis du temps, parce qu'attends, avant 40 ans... Il le fera peut-être avec passion. Aussi. Ouais. Mais voilà. Ce que moi, j'ai mis du temps à comprendre, parce qu'il m'a fallu quand même beaucoup de temps à séparer. Peut-être que je dois améliorer, ou là où je peux être dans l'échec aujourd'hui, c'est que moi, je l'exige assez tôt chez les autres. C'est dur quand on se dit allez, on a fait le chemin, etc. On va essayer de le montrer vite. Et en fait, je pense qu'il faut que chacun fasse son chemin et que c'est... Je te comprends. Moi, je me rends compte de la même chose, alors que ma fille a 4 ans et demi. Ouais. Et je me dis non, mais lève le pied, qu'est-ce que tu fais à lui mettre la pression sur des trucs, laisse-la tranquille, elle est petite, tu vois. Et donc non, mais je comprends complètement. Et elle fait son chemin, en fait. Je pense que le chemin de chacun, c'est le chemin de chacun. Oui, exactement. Et qu'il n'y a pas de vitesse. Et c'est ça, si on sort des conditionnements dans lesquels on nous a mis, où il faut avoir une Rolex avant 50 ans, je ne sais plus qui avait dit ça. Tous ces trucs-là, si on les enlève, c'est quoi la règle ? En fait, il n'y en a pas.
Non, mais ça peut être aussi un conditionnement dans l'autre sens de l'épanouissement, absolument. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le même besoin. Peut-être que, enfin, je sais pas, moi je me pose vraiment la question de peut-être qu'il y a des gens qui seront contents d'avoir une sécurité et tout ça, un truc peut-être. En tout cas, c'est son chemin. Après, on n'est pas maître de ça pour l'autre. Non. Donc ça, c'est ton échec par rapport à tes enfants, enfin ton échec. Non, mais c'est vrai que je me rends compte que ça peut me mettre en échec. J'ai ce sentiment d'échec, de pas réussir à, et puis plus justement, j'essaie de travailler ce côté, comment dire, un peu libre. Enfin, plus je me rends compte que je le suis pas et que voilà, il y a encore du boulot. donc. T'as un échec de cuisine à nous raconter, une anecdote? Ah mais grave. Je t'en prie. Donc ça, c'était quand même au début, parce que j'étais encore toute seule. Gigi n'était pas là. D'accord. Et je pars pour faire un événement pour 80. Toute seule? Ouais. Tu cuisines toute seule pour 80 Donc là, je personnes. cuisine tout, j'emmène, et puis je pose sur les buffets, donc je cuisinais pas sur place. Tu dresses toute seule? Je dresse toute seule. Et c'était un client très exigeant. Ils sont en comité de direction. Il y a la salle, et juste à côté, c'est la cafette de l'entreprise. D'accord. Moi, je m'installe, je pose mes petits trucs, etc. Et je viens avec un chafing dish, un espèce de grand container qui maintient au chaud en fait les aliments. J'avais du saumon dedans. Et je pars dresser les entrées, ils sont 20. Et je reviens, et dans mes 20 morceaux de saumon, il en reste 8. Parce qu'en fait, les salariés de l'entreprise avaient vu ça à la cafette et pensaient que c'était pour eux. Ouf. Tu vois, comme si la direction avait mis à disposition un repas. Donc là, je reviens, et en fait, il y a quasi plus de la moitié du saumon qui est plus pour le big client, limite, il y avait un ministre qui était là. Enfin, donc, mais l'enfer. Comment t'as géré ça? Ah bah là, je me suis dit, au lieu d'avoir un beau pavé de saumon, je vais faire une sorte d'émietté. Bien joué. Donc là, il faut avoir une sorte là, il faut vite réfléchir. Déjà, faut improviser, quoi. Tu vas demander ce qui s'est passé. Donc là, les gens t'expliquent que le saumon est très bon. Ah bah, c'était quand même le saumon pour la direction. Et puis bon, j'en ai informé l'assistante en lui disant, voilà, donc probablement que vous allez avoir une remarque sur les quantités, parce que en fait, tout était bon et c'était OK, mais du coup, il n'y avait pas suffisamment, parce que forcément, il manquait la moitié des protéines. Maintenant, il y avait le reste, donc c'était OK. J'aurais déjà pu parler de végétal à l'époque, mais non voulu. Donc là, c'était... T'as eu des remarques? Et j'ai eu évidemment des remarques. Donc là, ça n'a pas été top. Un jour, j'ai mis du sel à la place du sucre dans une mousse au chocolat. Waouh. Et je ne comprends pas, je goûte toujours. Et là, je ne l'ai pas goûté. Donc, j'ai fait ma mousse. C'est très audacieux. Mais là, autant dire que c'était immangeable. Donc, arrivé au dessert... Donc voilà, il y a eu des choses comme ça. C'est rigolo. Pardon, maintenant c'est rigolo quand tu te lances et que tu dois te justifier qu'en fait... Parce que, et d'ailleurs, le client me disait, mais je ne comprends pas, vous n'avez même pas goûté. Ouais. En fait, tu vois, l'erreur... là, tu es dans l'erreur du bout jusqu'au bout. Donc, bah ouais, en fait, je suis sous l'eau, quoi. Et donc là, c'est là je me suis dit, là, il y a un problème. C'est-à-dire, tu ne peux pas amener un repas si tu n'as pas tout goûté. Et c'est des grosses... Pareil, ça s'appelle les alertes. Et pour plus que ça recommence, jamais, faut s'organiser autrement. Et je rencontre Gigi. Tu rencontres Gigi à ce moment-là. Voilà. Et il n'y a plus jamais eu de sel dans la mousse au chocolat, de façon excessive, en tout cas. Bon. Et tu allais parler d'une autre qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On en a tous les jours. Une petite dernière. Alors, on est tombé en panne sur les quais. Avec la camionnette? Ouais. Alors, c'était des petites camionnettes électriques qu'on avait tout au début, à 1 kilomètre de la réception. Donc, beaucoup trop loin pour... Pareil, il y avait 100 personnes. Wow. Beaucoup trop loin pour tout porter, parce que... Oui, 1 kilomètre... Pas possible. Donc, moi, c'est une équipe qui était partie en premier. J'avais le client au téléphone pour le rassurer qu'on allait bientôt arriver, me demandant comment. C'était porte de Bercy, donc pas du tout à côté des Foudelles. Donc, moi, je prends ma voiture...
J'arrive, je pense, 35-40 minutes après, alors que l'équipe aurait déjà dû être sur le... Et là, mais je réfléchis même pas. J'avais récupéré des triangles, d'autres voitures, etc. Et on est quand même porte de Bercy, sur les quais, où il y a des tunnels, ça va assez vite. Et on est en bas d'une côte. Et donc, c'est super dangereux de rester là. Ouais. Et moi, je veux pas appeler la dépanneuse, parce que la dépanneuse m'embarque mon repas. Le client ne déjeune pas. Donc moi, je dis, c'est pas grave. Je viens avec ma voiture. Je mets des triangles un peu partout en priant le ciel pour que les flics ne viennent pas. Et on décharge dans ma voiture tout ce qu'on peut. Le truc super dangereux, parce qu'on est sur une voie rapide, interdit. Là, j'ai une autre amie qui habite à côté qui fait pareil avec sa voiture. Bref, et à 2 voitures, on a réussi à amener... alors, pas les boissons et pas les verres qui prenaient beaucoup de place dans la camionnette, mais toute la nourriture. Évidemment, au lieu d'être prêt pour 12h30, on est arrivé à 1h15. Mais ovation des clients, parce qu'on leur a raconté tout ce qu'on avait fait pour leur amener ça. Ils nous ont aidés à décharger. C'était la panique intégrale. On a risqué quand même beaucoup. C'était sûrement pas... c'était pas sécure, mais voilà. C'était... Et on l'a tous fait sans réfléchir. Il n'y avait pas le... Et... Wow. Ouais, c'était... Vous avez sauvé l'opération. Donc ça, c'est des trucs qu'on ne maîtrise pas et dont il faut se sortir. Donc on n'a jamais de drama jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, in fine, il y a eu un peu de retard et tout, mais on a plutôt marqué des points de notre réactivité. C'est drôle. Voilà. Et je me dis quand même, alors moi, je suis plutôt de cette école où j'ai une bonne étoile. Ouais. Et je la cultive, c'est-à-dire que je considère que si je continue à faire... ce qui est bon pour moi et pour les autres, ça devrait m'accompagner, même si la vie n'est pas tous les jours facile, surtout dans l'événementiel. Mais... Tu lui en demandes pas trop non plus. Voilà. Mais voilà, donc on a eu des galères, mais donc ce que ça m'a fait dire, c'est de partir plus en avance. Donc tu vois, à chaque fois de se dire, ok, là, si on avait eu 2 heures d'avance, c'était pas un sujet. Ok. J'ai envie de te poser une dernière question, toute dernière et vraiment très rapide. D'après toi, c'est quoi ton prochain échec ? J'ai envie de te dire que ce serait de pas assez m'écouter justement dans l'accélération que je pourrais mettre dans la boîte pour être sûr d'abîmer personne. Donc, voilà. Ok. Merci Alexandra. Merci à toi. Merci pour toutes tes réponses. Avec plaisir. Pour cette belle discussion. Et puis, on retourne à côté. Ouais, génial. Merci beaucoup. Merci.